18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Le mercure poursuit sa baisse dans les 4 coins du royaume. Des conditions climatiques extrêmes sont notamment observées sur les hauteurs du Moyen Atlas. Pour faire face à cet hiver rigoureux, les habitants des zones montagneuses se rabattent sur le bois de chauffage. Nous suivrons un reportage dans la province d'Ifrane. Toujours à Ifrane, escale grandeur nature au cœur de son parc national, un site naturel dont la biodiversité est sérieusement menacée. Biodiversité et paysages désertiques, il en sera également question lors de notre escapade à Merzouga. Ce sera en fin de journal. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, le round-up de l'actualité marquante de la semaine que nous quittons avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors la semaine que nous quittons a été riche en événements sur le plan diplomatique, avec notamment la tenue à l'Ayoun de la première session de la commission mixte de coopération Maroc-Zambie sous la coprésidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Il en ressort une volonté commune, celle de bâtir un partenariat économique avancé. Quelles en sont les perspectives? D'abord, c'est avec la Zambie. Notre ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, donc a reçu à l'Ayoun, vous l'avez dit, il faut le rappeler, le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Moulambo Aimbe. C'est important que ce soit à l'Ayoun et pas à Rabat. Premier acte. Deuxième acte, il y a eu la signature de 7 accords sur la coopération bilatérale, on va y revenir. Mais il faut rappeler que voici plus de 7 ans, en février 2017, Sa Majesté le Roi avait visité la Zambie. Et qu'à l'occasion de ce voyage, donc de février 2017, il y avait près d'une vingtaine d'accords qui avaient été signés. Donc vous voyez que le partenariat avec la Zambie remonte donc pratiquement à 7-8 ans, et c'est important. Et le cadre a été posé par la visite du souverain. Maintenant, il faut concrétiser cela. En l'occurrence, cette fois-ci à l'Ayoun, il y a eu 7 accords qui ont été signés. Un accord sur les investissements et la protection des investissements, un accord cadre sur la coopération économique. Il s'agit également de doter cette coopération d'un arsenal juridique. Puis il y a aussi une feuille de route qui est en train d'être appliquée, qui couvre la période 2023-2025. Il y a eu aussi, indépendamment de cette rencontre diplomatique entre les deux ministres des Affaires étrangères, des rencontres entre les opérateurs des deux pays, qui est donc en particulier les opérateurs publics et des établissements publics, la CGM, et ainsi que des fédérations sectorielles. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et il faut ajouter que la politique africaine du Maroc intéresse un pays d'Afrique australe, en l'occurrence la Zambie, qui est la 3e économie de l'Afrique australe, avec un PIB de plus de 24 milliards de dollars. Et ce qui a fait aussi l'actualité diplomatique cette semaine, c'est cette visite à Rabat et à Casablanca de la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, qui a eu une série d'entretiens, notamment avec le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. On en retient cette annonce de la responsable française en marge de la clôture du projet de jumelage institutionnel Maroc-Union européenne, qui souligne, je cite, « Le partenariat France-Maroc entre dans un nouvel âge d'or ». Qu'est-ce qui marque ce nouvel âge d'or? Ce qui marque, c'est qu'il y a eu les relations diplomatiques entre les deux pays, donc entre Paris et Rabat, qui sont consacrées dans une déclaration faite à l'occasion de la visite d'État du président français au mois d'octobre, il y a 2 mois, vous en souvenez, une déclaration extrêmement forte pour exprimer la volonté commune de renforcer le partenariat d'exception entre les deux pays, un partenariat même stratégique. Alors maintenant, ça c'est le niveau diplomatique entre les États. Maintenant, il faut que ça se décline dans d'autres domaines, en particulier au niveau parlementaire. C'est pour ça que cette visite de la présidente de l'Assemblée nationale française, Madame Yaël Braun-Pivet, prend du relief.
Elle a fait des déclarations importantes sur le soutien de son pays aux enjeux existentiels du Maroc. Elle a également réitéré la position française. Elle parlait cette fois-ci comme président de l'Assemblée nationale pour le respect et la recherche d'une solution pour ce qui est des provinces sahariennes et du dossier qui en instance aux Nations Unies, mais dans le cadre de la souveraineté marocaine et donc de la prévalence et la prééminence du projet marocain d'autonomie 2007, qui est consacré par toutes les résolutions du Conseil de sécurité aussi. Elle a aussi annoncé le prochain voyage d'une mission parlementaire dans les provinces sahariennes, donc c'est du concret sur place pour qu'il y ait une information optimale. Et les bases de ce partenariat, cet âge d'or auquel vous avez fait référence, sont connues. C'est d'abord la consolidation du partenariat d'exception, suite, je l'ai dit, à la visite du président Macron il y a 2 mois. C'est également la réactivation de la commission parlementaire mixte France-Maroc. C'est aussi le fait que c'est là un modèle unique des relations entre le Parlement français et d'autres parlements, maghrébins, méditerranéens, autres, etc. Et puis il y a aussi l'annonce prochaine de la réunion d'un forum parlementaire entre les 2 pays. Enfin, la présidente de l'Assemblée nationale a salué le Maroc de 2024 et elle a exprimé, je cite, son admiration pour les grands projets lancés et soutenus par Sa Majesté le Roi. Donc, c'est de la consolidation, indépendamment de l'aspect diplomatique. Maintenant, c'est au niveau parlementaire et il faut espérer que ça soit suivi par d'autres instances et d'autres institutions bilatérales. Et en dehors de cet axe du Nord, le Maroc est également pivot d'une coopération sud-sud agissante. Sur le plan financier, le Maroc occupe une place de leader sur le continent africain. Le modèle du Maroc a d'ailleurs suscité l'émulation lors de l'Africa Financial Summit, dont les travaux ont pris fin mardi à Casablanca, avec un mot d'ordre, la coopération régionale. Quel rôle a joué pour le Maroc dans la création de marchés financiers africains résilients et compétitifs ? Là encore, on a le volet diplomatique, ce que fait notre diplomatie en direction du continent. Il y a également le volet soft power, tout ce qui est fait dans un certain nombre de domaines sportifs, médicaux, etc. Et puis, il y a cette réunion de l'Africa Financial Summit, qui est une réunion importante. Une réunion importante, vous savez, elle a réuni 1200 décideurs, 400 entreprises, et le thème est intéressant. Le thème, c'est, je cite, « Une nouvelle ère, le temps des puissances africaines est venu ». Donc l'affirmation d'un volontarisme à consolider, à remobiliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consolider les acteurs régionaux et continentaux. Cela signifie aussi la facilitation du commerce interafricain. Comment? Via des systèmes de paiement interopérables. Également la mobilisation de l'épargne africaine. Savez-vous que l'épargne africaine disponible a été estimée à plus de 500 milliards de dollars. C'est extrêmement important. Donc il faut que cette épargne ne reste pas dormante. Il faut qu'elle soit mobilisée dans des projets économiques. Puis il y a aussi des leviers de transformation qui ont été étudiés lors de cette conférence. C'est par exemple les leviers que nous avons pour l'Africa, c'est l'essor des fintech, c'est l'innovation technologique, aussi la digitalisation. Mais il y a des défis. Il y a des défis qui ont été examinés d'ailleurs par les intervenants. Les défis sont les suivants: la fragmentation des marchés. Il n'y a pas encore d'un marché commun. Il y a également le désengagement des banques internationales. C'est un phénomène qui préoccupe les Africains. Il y a aussi, autre élément de préoccupation, des taux d'intérêt extrêmement élevés des banques internationales. Et puis j'y ajoute ce qu'on a appelé la volatilité des échanges commerciaux. Si pour 2030, les besoins de financement des infrastructures étaient évalués à 1200 milliards de dollars. Donc il y a des ressources financières qu'il faut mobiliser pour réussir le développement. Le Maroc, sur ce plan-là, a une stratégie nationale. J'allais dire une boîte à outils. C'est quoi? C'est la défense d'une stratégie d'inclusion financière avec toutes les mesures qui sont prises pour insérer
notamment le secteur informel dans le secteur formel. Il y a aussi des piliers qui sont incontournables, qui sont liés entre eux d'ailleurs. Premier pilier, c'est restaurer la confiance. Le deuxième, c'est des régulations qu'il faut harmoniser compte tenu de la diversité des régimes financiers, douaniers, fiscaux, etc. Et le troisième pilier, j'en ai parlé, c'est la mobilisation des ressources financières. Et puis pour finir, professeur, diplomatie parlementaire, plus précisément au sein du Parlement européen, où le Maroc remporte une nouvelle victoire diplomatique. Oui, vous avez raison de le relever, c'est le Parlement européen. Donc l'ensemble des eurodéputés des 27 États membres, c'est important à préciser, a décidé la dissolution du groupe parlementaire dit Sahara occidental. C'est un groupe interparlementaire, donc les différents groupes, qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui était un cadre d'expression de l'hostilité d'un certain nombre de mouvements et de groupes à l'endroit du Maroc, notamment pour ce qui est de ces provinces sahariennes. C'est un cadre qui était un cadre de propagande de l'action du pays voisin, en l'occurrence l'Algérie, qui a financé beaucoup des activités de ce cadre-là. Et c'est pour ça que maintenant, il faut se féliciter de cette dissolution du groupe dit Sahara occidental. Ça veut dire que l'Union européenne, il y a Bruxelles, il y a les positions des États membres, mais il y a maintenant le Parlement européen décidé de revenir à une position réaliste, responsable pour ce qui est de la question nationale. Et ça, c'est une avancée importante dans la défense de la cause nationale. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Vous l'avez sans doute ressenti, cet agréable rafraîchissement des températures généralisées ces derniers jours sur tout le territoire. Les conditions climatiques deviennent un peu plus compliquées quand on prend de l'altitude. Sur les hauteurs du Moyen Atlas, par exemple, le mercure a affiché aujourd'hui des valeurs de -2 degrés. Alors, tous les moyens sont bons pour se réchauffer. Notre caméra est partie à la rencontre de locaux qui s'activent à s'approvisionner en bois de chauffage, une denrée aussi vitale que la nourriture. Ahmed El-Fadili, Zakaria Moukinbillah. Depuis quelque temps, une vague de froid souffle sur les hauteurs de l'Atlas. Dans la province d'Ifrane, la population locale n'a d'autre choix que de s'approvisionner en bois de chauffage, un produit que les habitants doivent se procurer d'une façon périodique. Cette année, il fait très froid. On n'avait jamais enregistré des températures aussi basses, jusqu'à -5 degrés. J'ai acheté 2 tonnes de bois de chauffage en septembre. À l'intérieur des habitations, le bois de chauffage est la seule solution pour se tenir un peu au chaud. Le bois de chauffage a une grande importance. C'est la priorité numéro 2 après la nourriture. Nous espérons avoir des pluies et des chutes de neige. Il fait froid, mais nous manquons de précipitations. En cette période, les températures affichent des baisses drastiques dans les zones montagneuses, 6 degrés le jour et parfois en dessous de 0 la nuit. L'industrie de bois de chauffage prospère. Le produit est travaillé et livré par des professionnels pour répondre aux besoins des habitants. Nous recevons des bois de chauffage d'une longueur de 1 mètre environ, que nous découpons en parties plus petites. Les bois destinés à la cheminée sont d'une longueur de 30 cm, ceux destinés au fourneau de 20 cm. Il y a une forte demande vu le temps qu'il fait. On ne peut pas se passer du fourneau de chauffage. Le besoin se fait encore plus pressant pour les familles qui ont des enfants. Heureusement, les prix du bois sont stables. Dans la province d'Ifrane, presque aucun foyer ne peut être exempt de cheminée ou fourneau utilisant du bois de chauffage, une pratique imposée par la rudesse du climat. Dans l'actualité internationale, d'abord la Syrie où écoliers et étudiants reprennent enfin les cours. Des milliers d'étudiants se sont dirigés dans une manifestation spontanée en direction de la place centrale des Omeyyades où les Syriens célèbrent depuis une semaine la chute de Bachar al-Assad. La vie reprend aussi son cours dans les commerces et les entreprises. Et des habitants se sont rendus à leur bureau dès les premières heures de la journée. Non loin de la Syrie, Raza pleure toujours ses morts. Des frappes israéliennes dans la nuit ont fait au moins 18 morts, parmi lesquels
4 personnes déplacées qui s'étaient réfugiées dans une tente. L'armée israélienne mène depuis plusieurs semaines des opérations militaires dans le nord de la bande de Gaza. Les combats ont également fait des victimes parmi le personnel soignant, aggravant encore la situation du système de santé dans ce territoire plongé dans une grave crise humanitaire après plus de 14 mois de guerre. Autre zone de violence, l'Ukraine. Moscou affirme avoir conquis des villages de 2 secteurs stratégiques du front dans l'est de l'Ukraine, s'approchant notamment de Pokrovsk, ville importante pour la logistique de l'armée ukrainienne. Les Russes ont accéléré leur incursion dans cette région cible depuis des mois. Retour chez nous et prenons de l'altitude. Je vous emmène dans l'un des plus beaux écrins de verdure du Main Atlas, le parc naturel d'Ifrane. 52 000 hectares de nature luxuriante où trouve refuge une faune et une flore riches. Ce réservoir de biodiversité est pourtant très fragilisé car en proie aux effets du changement climatique. C'est afin de préserver ces espèces que l'Agence nationale des eaux et forêts déploie toute une stratégie. Les développements en compagnie d'Ahmed El-Fadeli avec Zakaria Mouknibila. De la fraîcheur, de la verdure et des beaux paysages. Au parc national d'Ifrane, la nature dévoile des couleurs en cette période automnale. La variété des plantes disponibles dépasse 1000 variétés. L'espèce la plus connue est sans doute le cèdre de l'Atlas. Des arbres sur les branches desquels des oiseaux de différents types profitent de la quiétude des lieux. Si la verdure couvre les étendues, le parc national d'Ifrane fait face aux effets des changements climatiques. Pour l'instant, ses conséquences sont plus visibles sur les surfaces humides et la faune que sur la forêt de cèdre et la végétation. Les changements climatiques ont influencé largement les zones humides du parc. On a constaté une régression des ressources en eau au niveau des cours d'eau, au niveau des sources, des lacs et tout. On a même perdu des zones humides classées Ramsar. Et ces zones sont un milieu de vie pour beaucoup d'espèces faunistiques, surtout les oiseaux et les espèces migratrices. Alors, pour faire face à ces défis, l'Agence nationale des eaux et forêts cherche de nouvelles solutions. Le parc national d'Ifrane est choisi comme parc pilote pour la mise en œuvre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Objectif, préserver la biodiversité face à un équilibre fragile menacé par des facteurs écologiques et humains. Plusieurs programmes sont en cours et commencent à donner leurs fruits. Notamment, il y a des programmes donc de réaménagement du parc en zone cœur et zone d'adhésion. Aussi des programmes de protection des zones humides. Aussi tout ce qui est programme de réintroduction d'espèces de la faune sauvage disparues ou menacées de disparition telles que le cerf, les mouflons, la gazelle et autres. Étalé sur une superficie de 125 000 hectares, le parc national d'Ifrane accueille 50% des espèces d'oiseaux connues au niveau national. La présence de ces espèces est très liée aux zones humides, le parc ayant des capacités de stockage des ressources hydriques importantes. Des atouts qui appellent une plus grande vigilance pour la préservation de ses richesses naturelles et de sa biodiversité. Place à présent à cette consécration, le prix international de poésie Argana décerné au poète bahreïni Qassem Haddad. Une distinction qui lui a été remise par la Maison de la Poésie au Maroc en partenariat avec la Fondation de la Caisse de dépôt et de gestion et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. La cérémonie a eu lieu à la Bibliothèque nationale du Royaume en hommage au parcours distingué du poète bahreïni. Tourisme pour finir et cap sur une région des plus prisées des visiteurs internationaux. En cette période de fin d'année, précisément, Merzouga séduit par son climat sec et chaud et ses étendues désertiques à perte de vue. Les touristes y affluent des 4 coins du monde en quête d'un séjour de dépaysement. Mohamed Rachid et Boubkar Nabreta avec Mehdi Karakchou. Des dunes à perte de vue. Le calme et l'infini apportent une sensation de liberté. Le visiteur se trouve face à ce qu'il croit être un mirage. Plongé dans la culture et la beauté naturelle du désert, c'est à faire à dos de chameau à travers les dunes de l'Erg Chebi, dont la grande dune de Merzouga est le lieu incontournable du tourisme saharien.
La promenade à dos de chameau m'a beaucoup plu. C'est un moment très agréable. Merzouga est un endroit à découvrir. Je ne m'attendais pas à découvrir un tel paysage, notamment au moment du coucher du soleil. C'est une belle aventure que d'être ici à Merzouga. Je reviendrai. Les dunes impressionnantes meublent le paysage naturel de Merzouga. Visiter Merzouga, une expérience unique, aussi bien pour les visiteurs étrangers que les nationaux. Nous sommes venus profiter du désert et de son climat. Le visiteur peut pratiquer de nombreuses activités. Nous avons longuement admiré les dunes. Le coucher du soleil est magnifique. Nous avons même assisté à une soirée gnawa. À la nuit tombée, les dunes s'endorment et la voûte céleste dévoile tous ses mystères. Merzouga peut se targuer de son statut de lieu privilégié pour les épris de grands espaces où les dunes se déplacent et se déforment au fil des vents. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.